Bonus. Trax. Il est l'artiste derrière les bandes dessinées Bloc 109, Chaos Team, Le Roi des Ribauds, Iradei, Tête de Chien ou encore La République du Crâne. En 15 ans, Ronan Toulouat s'est imposé comme un des auteurs qui compte dans le petit mais fascinant milieu de la bande dessinée franco-belge. Mais quand il n'utilise pas ses pinceaux sur des planches, saviez-vous que le bon Ronan les utilisait sur des figues et qu'il était une énorme goule des univers de Warhammer? Non, vous ne le saviez pas? Eh bien ça tombe bien, puisque nous allons explorer tous ces secrets hobbyistiques aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Land Rider. Aujourd'hui, on accueille Ronan. Comment ça va, mon cher Ronan? Bonjour à toutes et à tous, ça va très très bien, mon cher Thibaut, ça va très très bien, je suis très content d'être là. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une interview tous les deux, parce qu'il faut quand même que j'explique à nos chers auditeurs et auditrices ce relationnel qu'on partage et qui est absolument incroyable, puisque Ronan, c'était ma première interview du temps où mon pseudo République était le nom de mon blog, le C'est premier vrai. site pour lequel j'ai écrit. Et voilà, Ronan et Vincent Brujas, son compère de toujours, scénariste que je salue, un ami, un collègue même maintenant, teasing, eh bien, étaient mes deux premiers invités sur République.fr à l'époque. Mm. Grande interview. Et puis, il y avait déjà de la figue, puisque je faisais une armée garde impériale qui était un petit peu inspirée par Bloc 109 à l'époque. Je ne sais pas C'est si vrai. tu te souviens C'est de vrai. ces photos que j'avais prises. Exactement. Voilà. Donc, on avait échangé à distance. Puis un jour, on s'était vu à l'époque où la Comic Con était encore couplée avec la Japan Expo. Ça devait être en 2012. Ouais. Et là, je ne savais pas que tu faisais partie de l'artiste Ali. Ouais. Et je te vois ici. Et d'un coup, je me dis, mais c'est complètement fou. Ronan Toulouat, vous aussi, il faut absolument faire un Une truc. interview. Et à l'époque, j'avais les moyens de me payer une commission de Ronan, ce qui aujourd'hui ne vaut pas le même prix, parce que comme j'ai dit, en 15 ans, il a pris un petit peu en niveau, le bonhomme. Donc j'ai eu le droit à un super Terminator, qui est encore derrière moi Ouais, c'est à l'heure où vrai. j'enregistre ce podcast. Ronan n'en est plus fier, alors je fais exprès Non. pour l'afficher, mais il me le refera un jour, comme ça vous l'avez Sans faute. voilà, directement sur cassette. Pour la petite anecdote, il a voulu me faire un Space Wolf, mais vu que je suis le genre de connard qui dit à un artiste quoi faire, je lui dis ah non, 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 surtout pas un Space Wolf, donc j'ai un Black Templar, je suis quand même un peu plus dans l'esprit, un peu plus fidèle. Je me permets du coup une petite aparté à ce niveau-là parce que parmi notre groupe de ghouls, on a un certain Charles qui m'en veut un peu d'avoir abandonné les Space Wolf. Alors tu vois bien qu'il y a un début à tout et voilà. Et C'est dès ça. le départ, c'est Thibaut qui m'en a empêché. Voilà. C'est ma faute. Ok. Il faut qu'on fasse un épisode. On l'a eu, Charles, dans le dernier épisode en date, en fait, Ouais. celui sur la Paris Wargame Expo. Mais ça serait bien qu'on discute avec lui plus sérieusement pour parler peinture et tout, parce que c'est quelqu'un qui a un super niveau et qui a une connaissance du hobby qui est absolument incroyable. Ah ouais. Donc, effectivement, faudrait qu'on fasse ça Encyclopédique. un jour. Qu'on puisse un peu savoir qui de nous deux a vraiment rompu avec les Space Wolf en premier. Mais effectivement, vous vous en doutez, on n'est pas forcément là pour ressasser les erreurs du passé, mais aussi pour parler de l'avenir, puisque en fait Absolument. l'idée c'est qu'on a travaillé ensemble récemment, Ouais. donc moi en tant que scénariste, toi en tant qu'artiste, sur le prochain Métal Hurlant, qui normalement sort le 3 décembre à l'heure où j'enregistre ce podcast, donc il sera normalement disponible, ou très bientôt, en kiosque et en librairie. Ce Métal Hurlant, le thème c'est l'hôtel de la dernière nuit, donc tous les hôtels qui font flipper avec des trucs chelous, spooky dedans. Et donc nous, on a fait une histoire qui s'appelle Tartarus Hotel, et du coup C'est je ça. suis super honoré, moi qui suis scénariste qui est passé par bien des métiers avant d'arriver là, de te retrouver, Ronan, sur un taf maintenant tous les deux. Et puis on s'est dit que c'était l'occasion de refaire une interview comme à l'ancienne pour aussi ça. faire un peu de promo, on va pas se mentir. Qu'est-ce Bien que tu sûr. as à dire sur l'hôtel de la dernière nuit? Bah, déjà, je trouvais que c'était un
un beau premier pied à l'étrier de bosser ensemble sur une petite histoire comme ça. Si tu te rappelles, effectivement, moi j'avais eu un rendez-vous il y a pile un an au Quai des Bulles avec l'équipe de Métal Hurlant qui m'avait demandé déjà à plusieurs reprises si je voulais participer au numéro. Et quand ils m'ont envoyé les Bibles, nous on en avait parlé un peu et j'avais des vagues idées et t'avais des pistes un peu plus sérieuses. On a mélangé les deux ensemble et puis on a trouvé quelque chose qui était cohérent. Et ouais, voilà, c'est une première marche pour, j'espère, une longue collaboration ensemble aussi, pour que ce soit sur d'autres numéros ou quelque chose de plus important. On verra bien. Bah, trop bien. En tout cas, maintenant, c'est enregistré, donc fais gaffe. C'est hein, ça, c'est t'es enregistré. obligé. Ouais, exactement. Mais ouais, bah, vous irez checker ça et nous dire ce que vous en pensez. Je pense qu'en plus, Ronan s'est un petit peu amusé à peut-être un peu Exactement. sortir de ton style habituel. Ouais, c'était. L'idée était que. Déjà, j'ai pas l'habitude de faire du fantastique. Mhm. Et pourtant, c'est un genre, le fantastique et l'horreur sont des genres qui me fascinent et qui m'ont toujours bercé, qui m'ont toujours accompagné. Et pourtant, en bande dessinée, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire. Mhm. Avec Vincent Brejas, on en a parlé quelques fois, mais lui-même étant pas forcément son genre de prédilection, évidemment, faire des bouquins ensemble, on entendait qu'on trouve un terrain d'entente. Voilà, c'était l'occasion justement d'aller sortir quelque chose de l'ordre de l'étrange et du fantastique. Et donc ça, déjà, c'était un premier point, parce que moi, ça me permettait graphiquement, effectivement, de sortir de mes acquis et de ma sphère de facilité et de tenter d'autres choses. Tant déjà Ouais, ouais, trop bien. alors, dans le dessin, je partais plutôt confiant, puisque je retournais vers quelque chose d'assez sombre. Mais par contre, c'est là où j'ai travaillé quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire, c'est plutôt sur la couleur, où là j'ai tenté vraiment des ambiances très très fortes et assez étranges. Et ça, c'est des petites compétences que j'ai pu mettre, que j'ai acquis grâce à mon compère coloriste sur mes albums en cours, Johan Guillot, et que j'ai pu du coup mettre en pratique sur ces pages. Johan qui est aussi un fan de Warhammer, si je dis pas de Qui bêtises. est aussi un grand fan de Warhammer, qui est en ce moment joueur, qui a longtemps et qui est toujours d'ailleurs joueur Blood Bowl. Mhm. Et aujourd'hui qui, pour du jeu plus casual, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, parce que au lieu d'aller sur du Warhammer 40 000, là, il est à fond Old World. Ok, bah ouais, je vois ce que tu veux dire dans la conception d'un jeu casual. Aujourd'hui, ça veut un peu tout et rien dire, mais c'est vrai qu'Old World a cette réputation d'être le Warhammer un peu à l'ancienne, un peu touffu, mais aussi très narratif, très fun, avec des trucs un peu aléatoires, des choses qui ont un peu disparu peut-être de 40 000 et de Age of Sigmar. Donc je comprends pourquoi quelqu'un qui voudrait s'y remettre ait envie de plonger dans le vieux monde, non seulement pour l'univers, mais peut-être aussi pour des mécaniques un peu plus à l'ancienne, et qui parfois nous manquent, mais vous l'aurez compris, nous aurons l'occasion d'en reparler aujourd'hui dans ce podcast, puisque on n'est pas là que pour faire de la promo, on est là pour te parler de Warhammer. Et Ouais. donc, Ronan, la question consacrée, la question obligatoire, comment tu as découvert Warhammer en fait? Écoute, ça remonte à 1999 ou 2000. Ah, Mhm. putain, là j'ai un doute. Enfin, en tout cas, moi, à l'époque, il se trouve que mes parents avaient fait le choix qu'il n'y ait pas de télé, pas de console à la maison. Ce qui, quelque part, m'a permis, moi, de développer à mort mon dessin et de m'immerger dans mes univers. Ceci dit, quand j'allais chez des copains, et notamment chez un copain tous les samedis après-midi, lui par contre, je rentrais dans une antre d'interdit, entre guillemets, où je regardais films, films et jeux vidéo. Donc en fait, du coup, je Mhm. rentrais dans la pop culture. Et un après-midi, j'arrive chez lui et il était en train de peindre des figurines. Et il me fait, écoute, j'ai découvert. Et en fait, c'était un copain à lui, un peu plus vieux, qui l'avait amené au Game Workshop de la gare Saint-Lazare à Paris. Mhm. Et là, il me fait découvrir le jeu et il me fait, écoute, c'est génial. C'est un univers de science-fiction complètement dingue. Viens, on fait ça. En tout cas, voilà, viens juste après-midi, on va peindre des figurines. Et on a fait de nombreux après-midi. Lui je me souviens, il était sur des Eldar noirs. Et Ah, c'était l'époque.
C'était l'époque, tout à fait. Et justement, quand on était allés ensemble au Game Workshop de Saint-Lazare, je tombe en arrêt. Plutôt moi devant Warhammer, donc ce qui est aujourd'hui Warhammer Old World, mais à l'époque ce qui était Warhammer, donc la partie fantasy et non pas de science-fiction, et notamment devant cette boîte incroyable qui était la boîte, le starter pack il y avait Bretonniens et Homme Lézard. Ouais. Et moi, l'image, l'illustration de cette couverture, où, je sais pas si vous vous rappelez, on voit justement des chevaliers carapassonnés avec en arrière-plan un château et qui sont sur une charge démente sur des hommes lézards grimaçants. Et cette illustration incroyable me fracture la rétine, si je puis dire. Et c'est un instant will, quoi. Je veux acheter cette grosse boîte et donc j'économise les quelques mois qui arrivent de mes sous que j'ai en faisant des travaux domestiques et je finis par m'acheter cette boîte et à prendre à ce moment-là prendre un immense plaisir à monter et à peindre absolument toutes les figurines de la boîte. Il faut savoir que je faisais déjà beaucoup de maquettes. J'ai fait beaucoup de maquettes d'avions à l'époque et de chars. Je faisais beaucoup de. Pendant longtemps, je faisais beaucoup de dioramas avec des petits soldats et puis des maquettes de tanks et d'avions. Il se trouve que comme entre 94 et 95, donc j'avais une dizaine d'années, mes parents ont déménagé dans le cadre d'une mutation de mon père, donc pendant 2 ans au Havre. Et c'était 94, donc c'était pile poil pendant les célébrations du débarquement, le cinquantenaire. Okay, ouais, ouais. Et le cinquantenaire du débarquement de Normandie. Et à ce moment-là, moi, j'avais fait une palanquée de dioramas de la Seconde Guerre mondiale et notamment du débarquement. Et donc mon amour de la maquette a commencé là. Mais du fait, la continuité toute logique était dans des univers de fantasy. Et c'est marrant parce que je suis pas venu sur 40 000 tout de suite en fait. Il va falloir attendre plusieurs années en fait. Et notamment ma rencontre avec Vincent. Mais moi j'étais déjà beaucoup dans la fantasy. Pourquoi ? Parce que c'est mon grand-père maternel en fait qui m'a intéressé à ce genre-là, et au genre de fantasy et puis après au genre de science-fiction. Parce que lui-même était un immense fan de ces genres-là et de cette littérature-là. Il avait une bibliothèque remplie de grands auteurs de science-fiction et de fantasy du XXe siècle et il m'a fait tout découvrir depuis Zelazny jusqu'à Asimov en passant par Herbert et plein d'autres et c'est d'ailleurs lui qui me fait découvrir Star Wars à 10 ans. Et quelques mois après, qui me fait découvrir Conan le Barbare avec Schwarzy lors de vacances passées chez eux dans les Alpes. Donc voilà, c'est des souvenirs forts comme ça. Et du coup, quand je vois cette boîte d'hommes lézards et de Bretonniens, voilà, ça convoque tout ça, quoi. Tout qui remonte. Il y a tout, voilà. J'étais en plein dedans en fait, hein, parce que j'étais au collège, donc et quand je passais mes vacances chez mon grand-père maternel, je passais mon temps à discuter fantasy avec lui et à lire des bouquins. Donc forcément tout ça s'entretenait. Et en fait, c'est ma rencontre avec Vincent Brujas en 2003. Donc 4-5 ans plus tard, où lui était par contre un énorme fan de Warhammer 40 000 et il me dit ouais voilà, quand on se rencontre on échange un petit peu ce qu'on aime et lui me dit voilà moi, Game Workshop, Warhammer j'adore ça, je fais ah bah ouais moi aussi, puis lui il dit bah moi je suis Warhammer 40 000, moi je lui dis bah moi j'étais plus fantasy et du coup il m'a remis dans les mains des White Dwarf qu'il avait chez lui. Et puis là, je me suis replongé parce que j'avais quand même touché un peu à Warhammer 40 000 avec mon pote qui jouait Eldar. Et là, du coup, comme avec Vincent, qu'on avait 18-19 ans et on commençait à faire fusionner nos créativités ensemble, si tu veux, ça joue beaucoup.
D'autant plus que moi, quand je le rencontre, il était en train d'écrire une sorte de mouture de roman qui était dans une sorte d'ambiance de futuriste, futuriste en même temps avec des grosses inspirations historiques et de fantasy, qui s'appelait Le Sang des Dieux et qui donnera plus tard Bloc 109. Incroyable, tout est lié. Et de fait, voilà, les influences, il me file les White Dwarf, notamment ce White Dwarf incroyable que Thomas avait ramené l'année dernière au Ghoulfest d'ailleurs, sur la guerre urbaine, et qui, moi, du coup, dans les images qu'il y a dedans, je redécouvre en fait des nouveaux illustrateurs que je connaissais pas, et qui viennent achalander un petit peu tout l'imaginaire et qui serviront de base à tous les dessins que je vais faire pour Vincent, pour illustrer son futur roman, qui n'aboutira pas et donnera Bloc 109 plus tard. Ok. Donc en fait, les artistes Games Workshop de cette époque-là, d'ailleurs, ce qui est souvent considéré comme l'âge d'or du style Games Workshop, c'est le début des années 2000, fin 90. Ouais. Ils ont eu un énorme impact au-delà de ton imaginaire à toi, un peu aussi sur ta carrière, quoi, du coup. Ouais, complètement. C'est pareil, en fait. Moi, c'est des types je connais pas forcément le travail avant de les découvrir dans le White Dwarf. Et pareil, ils ont une telle force évocatrice que, ouais, il y a qu'on voyait déjà en illustration des boîtes de jeux, et puis des couvertures des White Dwarf. Ça m'a profondément marqué. Euh, et c'est marrant parce que on célèbre souvent John Blanche, qui a pas tant été, qui avait plutôt un effet rebutoire sur moi, à l'inverse de plein d'autres. Adrian Smith, par exemple, pour moi, est un des mecs qui m'a le plus marqué. Ça, c'est ton côté battle, les gars. Ouais, c'est ça. te Ouais, parlait. c'est d'ailleurs quelque chose de ce genre-là, mais bon, voilà. Et puis, il y avait aussi des évocations d'univers potentiellement interdits que je pouvais pas forcément étaler chez moi, et donc il y a cette fascination-là en fait qui était évidemment présente. Et comme pour moi le dessin a toujours été un vrai effet catharsis, et où j'y fais passer beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, beaucoup de violence, beaucoup de choses qui étaient à l'époque en plus encore plus présentes, ça me parlait évidemment beaucoup. Donc voilà. Et en fait, je me suis pas remis du coup au jeu parce que à peu près ouais, de 2003-2004, je prenais pas le temps de jouer, et il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai revendu ma boîte, ma fameuse boîte Bretonnia Homme Lézard. Pour pas grand chose en plus, je commençais mes études et j'avais besoin un peu de sous, et je m'en veux aujourd'hui parce que parce que c'était collector. Mais bon, voilà. C'était le début du Dark Age. Exactement, et que ça a duré longtemps d'ailleurs ce Dark Age, parce que j'ai continué à toucher l'univers en lisant les romans. Il se trouve que à la fin des années 2000, il y avait un pote de Vincent qui avait acheté tous les bibliothèques interdites et qui s'en séparait. Et en fait, avec Vincent, on s'est séparé les bouquins et on a commencé à se les bouffer. Et que ce soit les fantômes de Gaunt, Titanicus, enfin tous les Dan Abnett en grande partie, et puis et quelques Graham McNeill et autres auteurs de l'époque. Et c'est donc à ce moment-là, ouais, c'est ça, ouais, tournant 2010, moi je découvre le Dan Abnett en tant qu'auteur, et notamment Les Fantômes de Gaunt, qui est une découverte absolument incroyable. Pour moi, une des meilleures sagas d'aventure militaire à l'échelle humaine, de science-fiction, tout univers confondu. Mais bon, ça c'est mon avis. Ça sera le mien aussi, malheureusement, vous ne trouverez pas d'objection à cet avis dans le podcast, vous le savez, je pense, depuis un moment. Mais c'est vrai que, pour le coup, je fais une petite parenthèse, mais à part Ronan, je connais pas beaucoup de gens qui sont aussi fans des Fantômes de Gaunt que moi, et Ronan en fait partie. En plus, je me souviens que l'année dernière, quand on s'était rejoint le temps d'un week-end, c'était en pleine relecture. Ouais. Moi, j'ai terminé une relecture il y a pas si longtemps que cela, en 2020, 2021, j'ai rattaqué pendant le Covid. Je me disais, allez, vas-y, j'ai du temps.
où j'avais tout rebouclé, donc c'est encore assez frais dans ma mémoire. Il faudrait qu'on fasse un épisode dessus un Ouais. jour. Je sais pas si un jour ressort enfin un bouquin des fantômes de Gaune. Bah, Mais ouais, c'est une grosse influence aussi, j'imagine, pour toi. Bah oui, parce que là, en fait, c'est tout ce que je voulais, tout ce que je recherchais dans l'univers de Warhammer 40 000, c'est être embarqué à l'échelle humaine dans cet univers de zinzin qui a Mhm. des dimensions incroyables et écrasantes. Et pour autant, on s'attache énormément à tous ces personnages et ce drama de fond qui est dingue. Alors on pourrait peut-être, sans rien divulgacher, on pourrait être un peu critique notamment sur le dernier bouquin, sur certains faits qui sont mis en place, mais reste qu'il y a quand même des moments de gloire incroyables avec des personnages. Et toi-même, tu vois de qui je parle, qui reviennent et qui tabassent tout, quoi. Donc, non, Ouais. voilà. Donc, à ce moment-là, et puis du coup, j'enchaîne peu de temps après avec la trilogie de Eisenhorn. Mhm. Et là aussi, c'est pareil. En fait, c'est encore une autre facette de l'univers que je redécouvre via ça. Et je dis, putain, mais c'est. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, je garde dans un coin de ma tête que l'univers de Warhammer 40 000 a, dans ce cadre précis, un vrai potentiel à y faire des histoires et pourquoi pas des bandes dessinées. J'y reviendrai Mhm. après. Donc ça a déjà plus d'une dizaine d'années. Et disons que il y a un embryon d'idée qui est clos là. Je savais que, mais je l'éloignais assez vite parce que pour moi, j'associais Warhammer 40 000 aux comics, aux mauvais comics qui avaient été faits dans les années 2000, qui avaient été sortis par Soleil, que j'avais découvert chez un pote en 2007 ou 2008 et qui était relativement navrant. Et très Euh, mal traduit parce qu'il se trompait même sur la quatrième de couverture. C'est une anecdote célèbre que je mettais dans mon livre Schaeffer, n'est-ce pas? Mais ouais, la quatrième de Exactement. couverture dit le 41e siècle. Oui. Ouais, et c'est un peu dommage. C'était un peu anticipé sur l'avancée du Ouais. lore d'ailleurs. Mais donc pas bon. Mais bon, avec Vincent, ça a continué à être par contre des inspirations, et notamment graphiques et de lore continues sur ce qu'on faisait. On a tendance d'ailleurs enfin on a toujours eu tendance quand on crée des projets à faire des références justement à Warhammer 40 000 et à Warhammer dans son ensemble pour clarifier une idée et qu'elle ait le même sens d'un côté comme de l'autre. Mhm. Mais au final, je n'étais toujours pas revenu au hobby même. Je pense que je me l'interdisais. Alors déjà parce que le dessin prenait énormément de place dans mes journées. Et je pense que ouais, je sais pas, j'avais un blocage, je voyais pas avec qui jouer. Enfin, j'aurais pu le faire avec Vincent quand on était tous les deux en région parisienne encore, mais je je, ouais, je me l'interdisais ou ouais, je me l'autorisais pas, mais inconsciemment. C'est-à-dire que je le conscientisais pas qu'à un moment, il faudrait peut-être s'y remettre en fait. Mhm. Et Quand pourtant, est-ce que c'est revenu? eh ben, progressivement, en 2017-2018, je vais en dédicace à Antibes dans une librairie qui fait aussi du jeu et de la figurine. Et à ce moment-là, il y avait des Space Wolf. Il y avait des Space Wolves sur loup. Et je vois tout, puis plein d'autres. Et je dis, ah putain, ça me ferait plaisir de racheter une figue juste pour les peindre et tout. Et donc j'achète la boîte avec les Space Wolves sur leur loup. Et j'en pars avec. Et avant de l'ouvrir, il s'est passé encore quelques années. C'est Thomas Olivry. Voilà, c'est Thomas Olivry, parce que quand je rencontre Thomas, on prend contact en 2011. Donc ça fait ça va faire 15 ans qu'on se connaît avec Thomas Olivry aussi, qui tient le site Geekart depuis cette époque-là. Assez vite, outre notre passion commune pour le dessin, les œuvres graphiques et la pop culture, on s'est rendu compte que nous aimions également tous les deux l'univers de Warhammer 40 000. N'est-ce pas? Et régulièrement, il y a eu des petits dessins que je lui montrais et qui lui tapait dans l'œil. Il a lui aussi d'ailleurs un petit Space Wolf dans son antre de peinture qui a Mhm. plus d'une dizaine d'années.
Et donc, lui, régulièrement, à partir de 2017-2018, me disait, ah, ce serait bien. Il était arrivé sur Nantes. Et il me disait, voilà, j'ai retrouvé un petit cercle de jeu. Franchement, ce serait bien que tu nous rejoignes, qu'on joue et tout. Et du coup, je lui disais, ah, peut-être, ouais, peut-être, je sais pas, peut-être. Et 2020, Covid, tout ça, et on sort en fin 2020, en fait, la fin d'année est un peu morose, c'est peu de le dire, et je suis avec mes enfants au centre-ville du Mans, là où j'habite, et je rentre dans la boutique Sortilège, on a une super boutique Sortilège, et là il y a le starter pack de la V9 qui est là, et j'ai dit putain, mais allez, je me fais plaisir. Et j'achète ça et on peint avec mon fils les Space Marines et les Necrons dans la foulée. Et en fait, c'est une révélation. À ce moment-là, je rouvre les pots de peinture et l'odeur de la sous-couche. L'odeur, Shooté à l'odeur de la sous-couche. c'est incroyable. C'est tellement incroyable que ça n'a à peine croyable. Incroyable. Dirait l'autre. En fait, l'odeur de la sous-couche, ça fait remonter J'ai tout un tas de ouvert une souvenirs. bombe de Chaos Black en Colombie. Ah, mais c'est incroyable. Je ne savais pas qu'une sous-couche pouvait avoir un tel goût. Et en fait, c'est fou comment la mémoire, sensorielle et notamment olfactive joue beaucoup. Parce que cette odeur particulière des sous-couches, c'est de la peinture, en fait, m'a ramené littéralement 20 ans en arrière. Ah ouais. Et m'a ferré et verrouillé. C'est-à-dire qu'à partir de là, voilà, j'ai mis un doigt dans l'engrenage et hop, c'est fini, quoi. Et une fois que j'ai peint, une fois avoir peint toute la boîte, avoir fait quelques parties avec mon gamin qui était pas vieux en plus à l'époque, mais qui a tout de suite été lui ferré aussi par l'univers. Il se trouve que j'ai commencé à racheter et à me dire ah, attends, il y a le format Combat Patrol ce serait parfait, ces petits formats 500 points et tout, ça me permet de tester plein d'armées. Puis à ce moment-là, j'ai découvert également les Kill Team, donc l'ancienne version, où j'ai commencé à m'y intéresser aussi. J'ai commencé à fantasser aussi sur du Space Hulk qui était même plus, enfin c'était impossible d'en trouver même d'occasion. Ouais. Mais il y avait un gars qui avait mis les règles en ligne, du coup j'avais commencé à voir comment je pourrais refaire une équipe et comment je pourrais jouer avec. Au final j'ai récupéré les règles, j'ai récupéré les prints parce que le gars avait fait des scans des plateaux, je les ai et j'ai jamais pu jouer. Et puis voilà, et puis je me suis mis à peindre, quoi. Je me suis mis à peindre beaucoup, quoi. Trop bien. Et du coup, est-ce que tu penses aussi le fait de réattaquer avec ton fils très jeune, qui est maintenant une goule parmi les goules, hein, parce qu'on a vu, tu m'as montré deux, trois trucs, et je pense qu'il est bien ferré, et en plus c'est un fan de la garde impériale, donc forcément, je le porte déjà dans mon cœur. Mais du coup, tu penses que ça a aussi peut-être joué un peu dans le fait de replonger aussi vite, Ouais. aussi fort? Ouais, je pense que le fait de partager ça et de fait de raconter, de re-raconter le lore et puis lui transmettre quelque chose, effectivement, Ah ça ouais. joue énormément. L'année dernière, il a lu son premier Fantôme de Gaunt, tu vois. Mhm. Et Il est baptisé. voilà, il est baptisé et je lui ai fait lire un autre Dananet, parce qu'il est alors il avait un terreau qui était là, c'est un gros fan d'histoire et notamment de la Seconde Guerre mondiale, et donc je lui ai fait lire L'Aigle à deux têtes, qui est l'histoire d'aviation qui se passe dans l'univers de Warhammer 40 000, écrit par Dan Abnett, et qu'il a dévoré d'une traite, et il a surkiffé, évidemment. Toutes les références étaient là. Et les fantômes, effectivement, il a bien aimé. Alors, j'aimerais qu'il persévère, parce qu'après, c'est aussi un effort à faire. Mais bon, en tout cas, je me fais pas trop de soucis. Le voilà ferré, hein. C'est lui qui gère son club Warhammer à son collège. Il est en train de faire ses propres règles pour faire du wargame avec ses Lego. Bon, et il écrit en plus ses propres histoires. Alors, en ce moment, il est à fond Star Wars. Mais du coup, il écrit ses propres histoires avec ses clones, et il chapitre tout ça et tout. C'est marrant. Et donc, ouais, du Ouais, fait, ça joue énormément. Ouais.
Il me rappelle quelqu'un en tout cas. Je sais pas qui, peut-être quelqu'un qui a lancé un podcast sur je crois. Mais effectivement, je me reconnais complètement dans ce parcours et ces petites habitudes-là. Ouais, vu qu'on est un petit peu dans les parallèles enfin, que tu évoquais tout à l'heure, entre la vie pro, la vie perso, le côté hobby et tout, moi je voulais savoir, est-ce que, pour inaugurer un peu ce grand chapitre, est-ce qu'on est un meilleur peintre de figurines quand on est un artiste de BD? Est-ce que c'est un avantage? Alors, c'est une vraie question que je me suis souvent posée, ça. Je suis pas sûr. Mhm. Alors, moi, il y a il faut savoir que quand on fait de la bande dessinée, on utilise majoritairement d'abord des techniques d'encre de Chine et puis en plus sur un médium qui est le papier. Donc, Mhm. quand je dessine, quand je pose une illustration, je triche, c'est-à-dire que je vais vous figurer quelque chose en 3D, mais sur du 2D. Mhm. Et de fait, peindre une image, alors par contre je suis sur ma facette illustrative, quand je peins à l'acrylique, à l'aquarelle, assez rarement à l'huile, même si ça m'arrive, une illustration, je ne raisonne pas de la même manière que quand je suis sur une figurine, puisque la figurine, on va la faire tourner dans ses doigts, on va l'éclairer plein de manières différentes, et effectivement, il y a cette, il y a cette, comment cet aspect-là du volume de la figurine on va devoir prendre en compte. On va devoir prendre en compte donc l'éclairage qui va se poser sur cette figurine. Et puis enfin, quelque chose de très important, c'est comment cette figurine ressort sur une table parmi d'autres. Mhm. Et comment en plus réfléchir sur un effet de groupe pour que l'armée qu'on pose sur la table soit tout de suite identifiable en fait. Quand on réalise une illustration, on pense à des choses un peu similaires, mais au final, c'est pas du tout la même chose. Donc, effectivement, quand je me suis remis à peindre, le maniement du pinceau et des peintures était naturel pour moi. Mais se Mhm. remettre à peindre sur un effet 3D, bah, j'ai dû réapprendre en fait de ce point de vue-là. Ouais. C'est pas les mêmes compétences exactement du coup, Non, mais j'imagine que peut-être il y a certaines techniques que tu transfères ouais. d'un média à l'autre, si j'ose dire. En Comme y, quoi par exemple? eh ben, en y réfléchissant, en fait, j'y suis allé par étapes, comme je fais toujours d'ailleurs, parce qu'il faut savoir qu'en dessin, je suis un autodidacte. Donc j'ai tout appris sur le tas, et puis en commençant étape par étape. Du coup, pour la peinture de figurines, j'ai refait la même chose. Au début, je suis revenu aux bases, c'est-à-dire que bah, justement, la base, les ombrages avec les shades, et puis les highlights avec. Et puis assez vite, ce mode de peinture m'ennuyait. Je voulais quelque chose. Là, pour le coup, je rattache à mon métier. Je voulais quelque chose de narratif. Donc, j'ai Mhm. assez vite commencé à travailler, notamment les socles, pour essayer justement, via les socles, de raconter l'histoire de mes figurines. Et puis, je voulais aussi que dans la peinture, s'y retrouve le narratif, le passé de la figurine. Donc, les effets de la bataille, les éraflures, le sang, les giclures de la bataille, justement, et la salissure du champ de bataille. Enfin, bref, tout ce qui fait que on sent que la figurine vient de passer un sale moment, quoi, et qu'elle a du vécu. Et donc là, de ce point de vue-là, j'ai commencé à regarder beaucoup de réels ou de figurinistes sur les réseaux pour essayer de m'inspirer de ce qu'ils faisaient et de comprendre quelles étaient les techniques derrière. Et quand je les ai compris, je me suis rendu compte que, bah, au final, pour beaucoup, étaient assez similaires à ce que j'utilisais en illustration. Et donc, j'ai commencé à les appliquer. Et puis c'est pareil, j'ai aussi, comme je le fais souvent en illustration, j'ai commencé aussi à me rendre compte qu'il y avait des peintures que je préférais à d'autres. Mhm. Et aujourd'hui, ma technique est globalement toujours la même. Je commence d'abord, et donc assez similaire à ce que je fais en illustration, je commence d'abord à traiter la figurine en valeur, donc en ombrage, en lumière et en ombre, et dans des niveaux de gris, ou dans un monochrome bleuté, ou dans des couleurs plutôt chaudes. Ça dépend de la finalité de la figurine derrière.
Si je fais le parallèle avec l'illustration, par exemple, quand je fais une peinture, notamment à la peinture acrylique en pâte ou même à la peinture à l'huile, hein, c'est pareil, on va appliquer, on va travailler effectivement d'abord les valeurs, les ombres et les lumières, et puis après on va appliquer une couche de couleurs très transparente dans une certaine teinte qui va venir résonner avec la couleur finale et la couleur dominante finale de l'illustration. Donc par exemple, si l'illustration a des couleurs dominantes dans les tons bleutés, on va venir mettre une couleur d'aplat au début dans les tons rouges, transparente, qui laisse voir le dessin en dessous. Et de fait, quand on va peindre, on va appliquer notre peinture couvrante en bleu, le rouge en dessous va quand même faire vibrer cette couleur-là. Et donc, en figurine, on va travailler de la même manière. Enfin, je vais travailler de la même manière, et je sais que d'autres le font aussi. Donc, je fais cette étape-là de valeur. Et puis après, avec notamment les peintures contrastes de chez Game Workshop, mais également des encres acryliques d'autres marques, là, je viens travailler toutes mes teintes de la figurine et en transparence. Et ce qui me permet de garder le travail de lumière que j'ai fait au préalable et de travailler sans faire des gros pâtés et tout en transparente et en fluidité et avec finesse. Évidemment, en ça, je me rapproche d'un style à la dite John Blanche, puisqu'il travaille beaucoup par des lavis et des encres. Mais au final, c'est assez logique, puisque John Blanche était, parce qu'il dessine beaucoup moins, un illustrateur, et je pense qu'il a reporté ses techniques de peinture qu'il faisait sur papier, sur ses figurines. Ouais, complètement. En tout cas, à l'époque des White Dwarf, où on avait encore la catégorie Blanchitsu, c'est complètement ce qu'il expliquait. C'est vrai que le style l'a dépassé aujourd'hui. Il y a des gens qui utilisent des techniques qu'il n'utilisaient pas du tout, mais déjà, cette logique de slap shop ou de travailler par transparence, des choses comme ça, même si on n'avait pas les termes, voire même les outils à l'époque, comme ceux qu'on utilise maintenant, on voyait que c'était déjà des trucs, ces Marines dans des tons beige. D'ailleurs, tu as des Marines du chaos qui se rapprochent un petit peu des siens, ou même ce que tu as fait avec tes guerriers du chaos, je trouve, et vont dans le sens là. Ceci près que tu utilises aussi quand même beaucoup de couleurs, peut-être un peu plus flash, ton amour pour Slanesh, qui sait qui doit retranscrire. Bah, tu vois, ça pour le coup, ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup en illustration, mais de fait qui est pertinent sur une table de jeu au final. C'est d'avoir toujours ce qu'on appelle des toniques, des notes toniques qui vont justement venir mettre le petit contraste. Donc mettons qu'on on va avoir une dominante bleue dans son illustration, mais effectivement il ne faut pas hésiter à avoir une petite tonique rouge justement ou rose qui va venir dans l'illustration attirer l'œil notamment vers un point de narration important. Et ben là c'est pareil pour la figurine au final. Lui mettre avoir des teintes non pas grises mais assez neutres et mettre une note de tonique forte sur la figurine, la permet de la détacher du plateau de jeu et de lui donner une identité forte en fait, ainsi qu'à toute l'armée. Ensuite après voilà, moi et ça c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'avais en partage avec d'autres collègues dans le métier qui font aussi de la figurine, c'est que quand on dessine et où on peint toute la journée, quand on se met à faire de la figurine le soir, on a envie d'un résultat satisfaisant, mais on n'a pas envie non plus d'y passer 1000 ans quoi. Tu veux pas refaire la même chose que sur tes planches. Voilà, tu veux cravacher. Voilà, ma finalité n'est pas de faire la figurine la plus belle qu'il soit. Ma finalité, c'est d'avoir une figurine qui soit chouette, qui raconte quelque chose et que je puisse jouer sur un plateau sans honte, en fait, et content de ce que je fais. Mais voilà, je vais en moyenne, je vais pas sur une figurine, je vais pas du tout y passer 4 jours quoi. Si j'y passe, l'idée justement, c'est que sur une figurine, je trouve des techniques qui permettent d'y passer de 2 à 3 heures en fonction de sa complexité et basta quoi. Et c'est un truc que tu as essayé de mettre en place à partir du moment où tu es revenu ou est-ce que c'est quelque chose que tu essayais déjà de faire quand tu étais plus jeune? Non, c'est peut-être plus justement ton métier qui t'a appris à être efficace quoi. Ouais, carrément. Et puis le fait aussi que le temps, à l'époque quand j'ai commencé et que j'étais au collège, mon temps de loisir dédié à la figurine, il était pas infini, mais il était énorme.
Ouais, c'est pas celui d'un adulte, C'est quoi. pas celui d'un adulte et effectivement aujourd'hui bah, on s'adapte avec le temps qu'on a et même si j'ai mis mon gamin au hobby, même si moi le week-end je voudrais peindre en journée, bah c'est pas tant possible parce que je vais être sollicité sur d'autres choses donc du coup ce qui me reste souvent bah, c'est le soir et puis on joue avec la fatigue et autres donc c'est pas souvent. Mais c'est pas grave en Mhm. fait, c'est comme ça et par contre le fait de se mettre des... En fait comme moi je m'y suis remis, je me suis astreint énormément à peindre parce qu'il y avait l'excitation de s'y remettre. Et puis, mais de fait en ayant beaucoup peint il y a 4 5 ans, je peins moins aujourd'hui, mais à l'époque j'ai pu mettre en place des techniques qui me permettent d'aujourd'hui d'aller un peu plus vite et d'être plus à Mhm. l'aise aussi avec que ce soit les techniques, mais également les outils qu'on a à notre disposition, puis à mieux les connaître aussi. Ce qui fait que quand je me mets sur un job de peinture de figues, je sais plus vite où je vais. Voilà. Mhm. Ok. Et on a parlé de potentiellement ce que tu ramènes de la BD vers la figue, mais est-ce qu'il y a des trucs que tu ramènes de la figue vers la BD? Parce que je sais que moi-même, en tant que scénariste, je m'en suis rendu compte que récemment, mais quand je commence à faire des fiches perso, à décrire, à imaginer des personnages ou des lieux, en fait, des fois, avoir des espèces de réflexes un peu geekos, de wargamer, un peu fiévreux, tu vois, de se dire, ah ouais, bah, mes personnages, ça va être un peu. S'ils étaient en figue, ils auraient ce look-là, et il faut que je pense déjà. Alors moi, j'empiète un peu des fois sur le travail du dessinateur à ce moment-là, mais tu vas me dire, mais c'est vrai que j'essaye de réfléchir à un côté un peu, si c'était une escouade, si c'était un héros nommé, quelle tronche il aurait, est-ce qu'il faudrait pas qu'il ait un peu plus de ci, de ça, et j'ai l'impression que finalement. La façon qu'a Games Workshop de présenter les figues raconte déjà en soi une histoire. Bien sûr, nous, en tant qu'hobbyistes, on Hmm, rajoute la nôtre par-dessus, bien mais sûr. c'est potentiellement parfois un truc que, en termes de caractérisation, moi, je vais ramener. Est-ce que toi, peut-être en termes de concept art, de caractérisation aussi, ou peut-être quoi que ce soit d'autre auquel j'aurais pas pensé, est-ce que tu vas aussi de la figue vers ton art, ton métier? Ouais, complètement. Alors, à plus d'un titre, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, que ce soit via le lore global, que ce soit Warhammer ou Warhammer 40 000 ou AOS d'ailleurs, Mhm, ou effectivement les projets que je développe aujourd'hui, tout ça se nourrit. C'est pas anodin. mhm, Pourquoi depuis quelques années déjà, j'ai envie pleinement de m'attaquer à des projets de fantasy ou de dark fantasy, mhm, voire de space opéra. Il y a quand même il y a quand même un petit narratif, il y a un petit lien quand même avec le hobby. Et de fait, le hobby me nourrit énormément de ça. Je me rends compte que, pour certains curieux, pourront voir sur la BD Daemon, dont le tome 1 est sorti en début d'année, il y a des centaures. Et ces mhm, centaures, assez vite avec Vincent, on avait échangé sur le look qu'ils avaient. Et quand je les ai sortis, je me suis rendu compte après coup qu'ils étaient une sorte de mélange de, d'Arcos dans AOS, de Chevalier du Chaos, et puis également d'Urukai dans Le Seigneur des Anneaux, et mhm. que tout ça mélangeait. Donc en fait, enfin, tous ces univers de fantasy viennent se mélanger, viennent faire une sorte de gros melting pot et viennent me nourrir en fait dans ce que je fais, ça c'est clair. En revanche, et précisément aujourd'hui, beaucoup l'univers de Warhammer 40 000, moi, est un univers ultra excitant qui, pour le coup, moi, me donne des envies d'y raconter des histoires. Et Mhm. c'est pas pour rien que régulièrement, dans mes carnets de croquis, d'ailleurs, en ce moment, je suis en train d'en terminer un, l'univers de Warhammer 40 000 n'est jamais loin. Et là, Mhm. explicitement dessiné. Et c'est un réel plaisir de le mettre en scène et d'essayer de capter son immensité et sa folie dans le dessin. Et j'y mets un point d'honneur à essayer justement de retranscrire ce mélange d'horreur, de fantastique, de science-fiction, de foultitude de détails, tout en le restant lisible et narrativement possible. Donc voilà, tout ça se mélange. Mm.
Ouais, et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être déjà vu, peut-être même sans le savoir, sans connaître ton travail, certaines de tes illustrations, parce que souvent quand je regarde des vidéos de lore ou que je fais des recherches Google ou Pinterest, il y a deux de tes illustrations qui reviennent très Ouais, souvent. Il y a un Custodes dans la neige, si je tout dis à pas de fait. bêtises, et Face il à y a Numenera, ouais. un... C'est ça, et il y a un guerrier tonnerre pour ceux qui connaissent l'histoire des Space Marines et Mm. leur prototype. Et du coup, les guerriers tonnerre, ils ont pas 50 illustrations, mais celle-ci, elle revient toujours et ça me fait rire parce que je me dis, ah bah ouais, bah, je connais le gars qui a décidé ce truc-là. Je sais pas dans quelle mesure ça te prédestinait à travailler autour de ces univers, ou peut-être un jour, c'est tout le mal que je te souhaite dans ces univers. Mais c'est vrai que c'est rigolo de voir que au départ, c'était un truc que tu mettais peut-être pas forcément autant en avant, et à mesure que les gens sont presque emparés de tes dessins, t'en as fait Ouais, finalement de plus en plus, c'est y vrai, compris dans ces carnets. D'ailleurs, si tu veux en parler un petit peu de bien sûr. quelle est l'intention derrière ces carnets, moi je suis assez curieux. Moi je connais, mais je pense que les gens seront curieux de découvrir. Bah, je pense qu'effectivement, ces dessins en plus, ils sont assez vieux, hein. En tout cas, ils ont une dizaine d'années enfin entre une dizaine d'années et puis 4-5 ans pour ceux qui tournent le plus. Et avant ça, j'en avais fait d'autres en 2014. Je m'étais remis à faire du fusain et j'avais fait une immense pièce de quasiment 2 mètres de haut sur 1 mètre de large d'un Titan Warlord avec en avant-plan un énorme Baneblade avec une petite référence au film Fury d'ailleurs. Ah oui, je me souviens de ces. Voilà. Et donc sur les 15 dernières années plusieurs illustrations très référencées comme ça. C'est toujours été un plaisir de les faire. Et c'est vrai que c'est que depuis les 2-3 ans où je m'y attelle vraiment et très régulièrement. Alors je pense que notre cercle de Ghoul y joue beaucoup. Parce que Bien c'est sûr. un réel plaisir de vous les partager et puis d'avoir vos retours. Mais il se trouve également que il y a 1 an et demi, alors qu'on était en tournée avec Johan Guillot et notre coloriste sur Tête de Chien et Démon et Kozak, et puis Vincent. Johan, avec qui on partage ces amours-là de tous ces univers-là, et spontanément a dit mais les gars, j'ai une idée. Pourquoi on monterait pas un projet BD dans l'univers de Warhammer 40 000 et on n'irait pas le proposer aux éditeurs, voire directement à Game Workshop. Et en fait, on s'est dit, bah ouais, oui, c'est vrai, on n'a rien à perdre en fait. Et Mhm. moi, ça a fait son petit chemin. Et avec Vincent, on s'était dit que typiquement dans cet univers, ce qui pourrait donner lieu à des aventures incroyables, c'est s'intéresser à un libre marchand. Un libre Mhm. marchand qui serait le personnage principal et qui pourrait être tenté par le chaos justement plus séducteur que cet empire humain complètement fasciste. Et ce qui aurait permis justement tout un tas de réflexions, avoir un peu de fond dans les récits qu'on fait, même si on entend souvent des voix dissidentes dire ah non, il faut pas de politique dans notre Warhammer. Moi, au contraire, je trouve que c'est justement. Il y a toujours eu ce sujet-là, Mhm. justement, du fascisme et du nazisme dans cet univers-là. Et il y a toujours eu cette notion de réflexion, un peu la punk, en exagérant tous les détails, une sorte Mhm. d'humour anglais déporté, mais en même temps très politique. Et, euh, et justement, ça serait l'endroit de le faire tout en ne s'interdisant aucune aventure incroyable dans cet univers-là. Sur ces bases-là, j'avais commencé dans mon coin à poser un carnet avec tout un tas de personnages baroques qui auraient accompagné ce libre marchand. Et puis j'ai continué en fonction du temps que j'avais. Et l'année dernière, j'ai commencé à me dire, ouais, il y a un truc qui serait pas mal à faire. En fait, ce serait si on faisait un dossier, ce serait de partir sur une base connue de Game Workshop et qui, en plus, sont des romans quasiment best-sellers. Les Résidorus, ça m'intéressait pas forcément de m'y atteler, non seulement parce que c'est un monceau énorme, Mhm. mais en plus, même s'il y a un aspect mythologique qui est fascinant, les Space Marines, ça me fait chier. C'est chiant à dessiner un Space Marine. Non, mais puis en termes de alors en fait, en termes de, c'est pas chiant à dessiner, c'est toujours rigolo, mais en termes de personnages,
Ouais, t'as pas la même, Voilà, t'as pas les mêmes arcs narratifs, c'est t'es pas ça. sur les mêmes saveurs, quoi. Et puis moi, ce qui m'a toujours intéressé, au final, je me rends compte, c'est la dimension humaine, microscopique en fait, dans cet Hmm. univers infini et absolument écrasant. Je me suis dit, ben, il y a un best-seller que j'adore, pourquoi ne pas intégrer enfin, en tout cas une proposition d'adaptation dans ce futur dossier qui prendra X temps ou X années à faire, c'est pas grave. Et donc j'ai commencé à reprendre justement les fantômes de Gone, puisque en plus je venais de récupérer un omnibus qui venait de ressortir et qui était présent à la boutique Warhammer qui venait d'ouvrir au Mans. Et c'est d'ailleurs celui-là que j'avais entre mes mains au dernier Ghoulfest de l'année dernière. Et en fait, j'ai commencé dans un petit carnet à storyboarder et à adapter notamment le volume 2, puisque c'est plein de petites nouvelles. Donc facile à adapter. Ghostmaker. Voilà, exactement, les Ghostmaker. Et je commençais à adapter plusieurs de ces nouvelles. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, 3. Et puis quand j'ai un peu de temps, et ben là cet été j'ai commencé à traduire ça en réelle planche et pas plus tard que ce matin, Johan Guillot en a fini la couleur. Donc Ah ouais. dans les jours à venir, alors aujourd'hui on enregistre, mais du coup les auditeurs vous aurez sûrement découvert ça depuis et quand le podcast il sortira. Mais je vais partager les pages mises en couleur par Johan. Et donc voilà, Incroyable. j'espère que ça finira par aboutir à quelque chose un jour ou l'autre quoi. Bah écoute, on espère que Games Workshop sera réceptif à l'une ou l'autre ou les deux de deux propositions. Je sais que dans Inferno, à l'époque, le magazine de littérature et de BD, façon vraiment comics underground, anglais, noir et blanc, etc., il y avait déjà eu une adaptation des Fantômes de Gaunt. Ouais, Alors c'était vraiment que sur quelques planches et dans un style très... très 90s, un espèce, j'ai perdu le nom de l'auteur, mais du coup c'était un peu une espèce de Joe Madureira un peu plus, comment dirais-je, un peu moins manga et un peu plus anglais. Mais c'était complètement. pas mal, il y avait un look. Après, vraiment, c'est l'époque grosses épaules, poche C'est ça, tactique et compagnie. c'est Je ça. pense qu'aujourd'hui, on pourrait faire peut-être un petit peu mieux. En tout cas, effectivement, je mettrai dans la description de ce podcast de toute façon le lien vers ton Instagram où on peut déjà voir deux trois trucs, Warhammer, Phantom de Gaunt ou les deux. Tout à fait. Mais ouais, ce serait bluffant de voir ça. Et je pense qu'il y aurait peut-être aussi un vrai créneau presque un peu aussi une revanche à prendre de la part d'un univers qui a beaucoup piqué Bien à sûr. Métal Hurlant justement, à toute une génération de créateurs francophones. Et ce serait peut-être une petite, ouais, une belle revanche quoi, de faire une BD vraiment, même les Anglais, j'ai vu ça à Saint-Malo, disent BD C'est ça, en anglais. exactement. Et du coup, c'est vrai qu'il y aurait un peu ce supplément un peu. Ouais, on a une force de frappe créative et on fait les choses un peu différemment. Et après, deux comics Marvel euh, plutôt solides, mais peut-être un peu oubliables aussi, ça serait sympa d'imaginer Bah oui, vous voir, vous s'emparer de tout ça. Et puis peut-être aussi d'autres, parce que oui, il y a de nombreuses ghouls au sein du milieu oui. franco-belge. On va peut-être pas les afficher tout de suite. Ah ouais, Ou alors elle il y aurait. s'affiche, hein, pour certains qui écoutent ce podcast, certains doivent connaître Thibaut Montaigne, Bien sûr. qu'on a déjà vu notamment au French Oregon Studio et sur quelques vidéos de parties de cette chaîne. Et Tim s'en est jamais caché et fait beaucoup de figues et fait enfin, assez souvent, lui, carrément des peintures à l'huile pour le plaisir. Alors lui, je sais que ce qui l'a toujours fasciné, justement, c'est le lore assez mythologique de l'Eurésidorus, par exemple. Tu vois, on n'est pas Mhm. forcément sur les mêmes réglages, mais par contre, on a le même amour du lore. Mais comme ça, vous pouvez proposer différents produits. Comme ça, Game, c'est sûr Exactement, voilà, de vous acheter d'une manière exactement. ou d'une autre. Mais ouais, ouais, ça serait quand même super. Surtout que, en fait, si les gens qui nous écoutent et connaissent pas trop le milieu de la BD ne le savent pas, on va le préciser, mais c'est pas du tout comme lancer une adaptation de série ou même un jeu vidéo. Au final, faire de la BD, c'est encore quelque chose de très
de très artisanal et de relativement peu coûteux. Ouais. Donc en fait, il pourrait avoir un truc, il pourrait presque avoir un peu de l'or entre les mains, j'ai envie de dire, sans forcément trop prendre de risques. Bien Exactement. sûr, il y aurait peut-être des deals à gérer avec Marvel ou avec d'autres, mais ça pourrait être sympa, même au-delà du dessin et du scénario, parce que tu as parlé de fond, tu as parlé de toi, de team, peut-être d'autres dont on peut imaginer facilement que leur style conviendrait à Bien Warhammer sûr. 40 000 ou à Warhammer. Je les ai tous en Je tête. pense qu'il y a aussi peut-être un objet, tu vois, Complètement. l'idée que ça soit un gros bouquin, beaucoup plus classe que, tu vois, qu'un comics en édition souple, par Bien sûr. exemple. Et puis en termes en génération plus jeune, en termes de force de frappe scénaristique, il y aura ce qu'il faut. Tu disais qu'il y avait des dons aux Gould, elles sont tant du côté du dessin que du côté du scénario aussi, quoi. Donc Il paraît, voilà. Donc il y aurait de quoi faire. commencer par toi, par Vincent, et même, je les suis il y a pas longtemps, le fameux Odieux Connard. Est Ah longtemps oui. connu ses podcasts et sa chaîne YouTube notamment d'humour basé historique, est un gros joueur Warhammer 40 000. Il faut le Incroyable. savoir. Incroyable. J'avais envie de te poser une question plus vaste maintenant pour aller doucement vers la fin de ce podcast, puisque tu as anticipé beaucoup de choses dont j'avais envie de parler. J'ai même pas besoin de te poser des questions, c'est magnifique. Mais tu nous as parlé un peu des libres marchands ou Mm. rock traders, tu nous as parlé beaucoup de la garde impériale via les fantômes de Gaunt. On a un petit peu parlé de Guerrier du Chaos aussi, mais outre peut-être cette espèce de trio, c'est quoi qui te parle le plus dans les univers de Warhammer, je sais pas, des personnages, des factions vers lesquels tu reviens, ou alors peut-être où tu as débloqué une sorte d'intérêt plus récent, parce que c'est ça aussi qui est super cool, je trouve, dans le hobby, c'est que à mesure que, enfin, le truc est tellement vaste, à mesure que nos goûts évoluent, on peut toujours tenter d'aller vers quelque chose de très différent. Mais en vrai, effectivement, en m'y remettant, j'avais pas d'idée préconçue. Je savais que à un moment ou un autre, j'allais faire des Space Wolf parce qu'ils me fascinaient. Et Mhm. j'ai fait mes 1000 points de Space Wolf avec grand plaisir. Et puis après, j'ai commencé à me diriger vers le chaos. Et je me suis rendu compte que c'est peut-être ce que je préférais. Ok. Parce que dans le chaos, bah, il y a cette possibilité infinie de conversion, d'imagination et de l'ordre dramatique qu'il y a nulle part ailleurs en fait. Hmm. En vrai, je pense que surtout ce que j'aime le plus dans cet univers, c'est ce mot-clé, cette dimension grimdark. Mhm. Pour moi, dans le grimdark, j'y trouve l'étrange. J'y vois l'étrange, le bizarre, ce qui te met mal à l'aise et en même temps t'ouvre des portes vers vers des portes infinies et des univers incroyables. Euh, dans l'écriture de Dan Abnett, à plus d'un titre, et notamment sur sa trilogie d'Inquisiteur, on va le retrouver ça, on va retrouver cette dimension-là. Bien sûr, ouais, Euh, à fond. et notamment, ouais, c'est marrant parce que ça fera un point avec le Tartarus Hotel qu'on a fait tous les deux. Mais la notion de porte et de passage qui ouvre sur des nombreux mondes et qui est une thématique qu'on va trouver assez souvent d'ailleurs dans la littérature fantastique et de science-fiction. Mhm. Je pense notamment à Stephen King avec sa tour sombre, puisque c'est une thématique qu'on retrouve Bien aussi. sûr. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et donc ça c'est des thématiques fortes comme ça que j'aime beaucoup. Donc bref, le Grimdark est peut-être voilà, plus ce qui me tente. Et de fait, si je devais aller vers une autre faction que le chaos, eh bien je pense que j'irais justement sur une suite inquisitoriale par exemple. Ok. Où justement je m'amuserais à imaginer tout un lore avec des conversions, avec des personnages atypiques et une faction atypique qui suivrait cet inquisiteur. Parce que justement, il y a cette notion-là, quelque chose qui est sur
qui est sur la frontière en fait, qui est assez borderline et qui va jouer avec les limites sans rentrer dans les règles. Et le chaos pour le coup est pleinement dans la libération, comment, c'est libéré de toute règle et de tout carcan. Et il y a cette possibilité infinie créative. Donc c'est aujourd'hui effectivement ce qui me plaît le plus et ce qui me meut le plus dans le hobby. Ouais, je comprends le besoin de s'identifier à son armée, à ses projets, etc. Il y a des gens qui peuvent juste kiffer les figues ou peindre dans tel ou tel style Ouais. et ils se disent, ok, sur cette armée, ça serait trop fort, je vais le faire. Et il y a d'autres gens, peut-être un peu plus comme toi ou moi, où on a besoin de trouver une espèce de résonance avec un petit peu comme dans une histoire, en fin de compte, Complètement. dans ce qui nous réunit tous les deux au-delà du hobby. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas l'histoire, on a du mal à se projeter. C'est pour ça que moi, j'ai toujours du mal à imaginer faire du Tyrannide ou du Necron, en tout cas tant que j'ai pas cliqué sur un truc, alors qu'effectivement, me projeter dans des trucs plus nuancés, un peu plus gris, type des forces du chaos, ou comme tu disais, les trucs inquisitoriales qui paradoxalement sont des forces qui les combattent, Mhm. mais de manière tellement chelou Ah oui. parfois qu'au final, on retombe un peu dans le même genre de problème avec les Bah puritains oui, et puis les radicaux, qui est un duel qui ne cesse de me faire rêver. c'est clair. Donc effectivement, ouais, on te voit un peu plus aller là-dessus et moins sur des taux un peu dogmatiques ou ce genre de choses, quoi. Mais Encore que. en fait, et j'allais y venir, c'est-à-dire que les taux, et j'ai découvert d'ailleurs qu'on pouvait très bien se faire une armée très particulière, notamment par la bande, en utilisant leurs nombreux mercenaires qu'ils ont dans leur, Mhm. dans leur armée. Et puis, au final, l'autre faction qui, pareil pour moi, a des possibilités de création infinie, c'est la garde impériale en fait. Parce que Mhm. là aussi, on peut imaginer un lore, des personnages qui viennent d'une planète spécifique, à qui on va donner une identité bien particulière, et on n'a pas de, il y a là aussi aucune limite dans les possibilités. En fait, c'est vraiment ça que je recherche aujourd'hui, en fait, et c'est pour ça que je ne fais plus et je ne peins plus de Space Marine, qui pour moi sont effectivement ultra normés, même si on peut imaginer tout un tas de factions, mais au final, le design du Space Marine reste le design du Space Marine, mis à part ses couleurs. Ouais. Alors que la plupart des autres factions, et je peux y inclure même les orques dans un certain sens, au final, sont très normés. Hein, et Mhm. ben, mais au final, toutes les autres factions, et à commencer par le chaos, bah, c'est voilà, c'est cette capacité de création infinie qu'on peut y avoir, et les résonances avec les histoires qu'on a envie d'y créer, en fait, en ce qui me concerne. Mhm. Mais du coup, on verra jamais l'armée de Space Wolf par Ronan. Eh ben, si, si Pour boucler voilà, avec l'intro. déjà il faudrait que je les reprenne en photo proprement, parce que j'avais commencé une fois et des fois que je les prenne en photo proprement. Et puis à un prochain Ghoulfest, faudrait que je puisse les jouer à un moment ou à un autre, quoi. Ouais, 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 non, mais c'est sûr. Après, on sait jamais de quoi demain sera fait, hein, en fait, Exactement. dans ce hobby. Des fois, on se voit faire des trucs ou kiffer des trucs où on se dit, tiens, ok, j'aurais pas dit. Quand je vois notamment la nouvelle gamme Space Wolf, des fois, je me dis, oh, soit converti, voire même peut-être tel quel, je me laisserais bien tenter. Alors que, bah ouais, oui, pendant des années, c'est vraiment le chapitre que je ne me voyais vraiment pas peindre ou collectionner d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, parfois on se laisse surprendre aussi, c'est Exactement. ça qui est la beauté du hobby. Exactement. Euh, En parlant de hobby, et pour finir peut-être sur un petit point jeu, parce qu'au final, tu l'as mentionné à plusieurs reprises, bah, depuis que tu es tombé un petit peu dans notre groupe, on se voit aussi lors d'événements Mm, privés, donc les fameux mm. Ghoulfest, on se fait quelques parties en dehors aussi, on discute beaucoup stratégie, game design, etc. tous les deux. Donc au final, c'est aussi quelque chose qui t'anime. Donc plutôt que de refaire le même genre d'interrogatoire, en fait, c'est quel jeu que tu préfères. Je voulais poser un peu la question à l'envers, mais c'est une question un peu prétexte. Je voulais savoir, selon toi, laquelle de tes BD ferait le meilleur jeu de figurines. Ouais, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question parce qu'en fait, à plus d'un titre, pas mal. Tu as
C'est là où je voulais t'emmener parce que c'est un peu ça où je me suis dit en posant la question. Si on repart au final, il y a beaucoup de figues. Voilà. Si on repart du début, Block 109 peut donner un wargame tout à fait acceptable, mais au final pas si original, puisque si on pense à T43, il y avait déjà cette notion d'Uchronie, Seconde Guerre mondiale, avec des mechas et des machines inspirées de projets abandonnés de la Seconde Guerre mondiale. Donc je le mettrai de côté parce que au final, une grande partie de l'inspiration de Block 109 venait du jeu de figurines. Mais par exemple, le Roi des Ribauds pourrait donner une sorte de jeu d'escarmouche très intéressant. Ou un espèce de Mordheim. Warhammer. Ouais, voilà, je pensais au nouveau truc là qu'ils viennent d'annoncer. C'est quoi Darkwater Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Mais Mordheim, c'est une très bonne référence. On va rester sur les bases. Mais c'est marrant parce que tu vois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, au final où tout se mêle, parce que si on prend Tête de Chien, dont 3 tomes sont sortis entre 2022 et 2025, on est sur de l'aventure dans le milieu des tournois. On pourrait très bien imaginer là aussi du jeu de joute ou de tournoi avec des petites figurines qui ressembleraient aux Bretoniens. Pour la petite histoire, je me suis amusé à peindre des chevaliers bretoniens dans les couleurs de mes chevaliers qui sont dans cette BD. Et puis Daemon, pour jouer à full tilt. Voilà, Daemon pourrait lui aussi être un jeu façon Spearhead dans une sorte d'univers mythologique un peu à la OS, des créatures et des bandes, quoi. Donc au final, tout est toujours lié, quoi. Ouais. Bah, je pense que Block 109, quand j'ai préparé la question, tu vois, tout de suite, je me suis dit, waouh, effectivement, c'est vrai qu'on voit quand même pas mal de scènes de bataille. Je me souviens aussi d'une unité, tu vois, comme quoi le lapsus est présent, mais techniquement, une unité militaire, ça se dit aussi, mais c'était les soviétiques qui avaient les Sibériens, c'est ça? Ouais, c'est ça. Avec des peaux de loup et tout. Là, tu vois vraiment les figues, un peu la troupe d'élite, un peu en mode barbare. Qui était vraiment champ max, quoi. Bon, après, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de concurrence sur le côté Seconde Guerre mondiale, et même là récemment Seconde Guerre mondiale uchronique avec Conflict 47 là, qui est chez Warlord. Mais bon, ça pourrait quand même être sympa, quoi. Mais pour être absolument tout à fait honnête et rendre à César ce qui est à César quand même, la grosse partie inspiration militaire et de confrontation aussi qu'on peut avoir dans tous les albums qu'on a fait avec Vincent viennent de Vincent. Vincent Bojas c'est un immense fan d'histoire militaire. C'est lui aussi un immense gamer, bien plus que moi. Et qui adore jouer à des jeux de stratégie justement comme Total War, tout confondu. Je pense qu'il y en a quelques-uns qu'il a au-dessus de la pile en préférence. Mais voilà, donc c'est tout cet aspect-là qui pourrait nous faire penser justement aux jeux dans les bouquins qu'on a fait viennent quand même majoritairement de son côté. Et c'est plus lui le game designer dans l'esprit. Le game designer dans l'esprit, absolument, tout à fait. Même si il s'est rendu compte que le game design était un métier à part entière et que il était très très chaud de s'y attaquer, parce que pour la petite histoire également, il y a eu un jeu inspiré, un jeu de plateau pour le coup, inspiré du Roi des Ribauds qui est sorti il y a 6 ans et qui s'appelait La Cour des Miracles. À la base, effectivement, ça devait être une adaptation littérale du Roi des Ribauds, et puis pour des questions de droit, c'est devenu autre chose, ça s'appelait La Cour des Miracles. Mais clairement, c'était ça. Chaque joueur avait sa bande et il fallait contrôler Paris, quartier par quartier. Et le jeu est toujours trouvable, toujours dispo, jeu de plateau très très chouette. Mais Vincent s'est confronté au game design et il s'est rendu compte qu'effectivement, entre raconter une histoire avec toutes ses inspirations et tout son amour du jeu qu'il a, c'est pas la même chose que s'attaquer à un vrai jeu qui fonctionnait. Et là où la team Adama, qui intervient sur beaucoup de jeux d'ailleurs, nous a beaucoup aidé pour sortir quelque chose de super. Ouais, effectivement, ce sont 2 compétences bien à part. Comme je l'apprends moi-même chaque jour en travaillant dans le jeu vidéo. Mais ouais, en tout cas, c'est cool de voir que tu as mis un peu aussi à plusieurs reprises, je crois. Tu as fait pour le cinéma, la série, le jeu vidéo, du concept par-ci, des designs de personnages par-là. Donc au final, là aussi, toi,
cet élan, ce cocktail qui vient du hobby, de ces artistes, de tout ce que tu as appris en 2D, en 3D, tu as ouvert des portes, puisqu'on parlait de portes tout à Tout l'heure, à fait. parfois très originales, ou pas forcément, j'imagine, celles que tu avais en tête à l'origine, quoi. Non, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que tous les univers qui sont derrière ces jeux-là ou ces œuvres-là m'ont toujours nourri et ont effectivement énormément à voir dans ce que je crée au quotidien, tant dans les pages qu'effectivement dans les dizaines de personnages et d'univers. Pour revenir à l'histoire courte qu'on a fait dans Metal Hurlant et qui en amènera d'autres, puisqu'on parlait encore le week-end dernier, l'aspect design et création des personnages et d'univers est toujours très important. Et dans ce cadre précis, notamment de Tartarus Hotel, ça a été un plaisir justement d'échanger ensemble avec des Mhm. références communes sur les personnages principaux, l'ambiance de l'hôtel, avec les références qui allaient bien, qu'on voulait mettre dedans, puisque comme le titre l'indique, Mhm. ça fait des références à la mythologie grecque, et il Mhm. fallait vraiment donner ce mélange entre cet hôtel un peu glauque et en même temps art déco en plein New York et qui malgré tout duquel transparaît des références de mythologie grecque. Donc euh, mais en même temps, par ça, on va reconvoquer aussi de la fantaisie, du fantastique, du bizarre, de l'étrange, et de donc tout ce que moi j'ai pu dire, tout ce que j'ai pu ingérer, tout ce que j'ai pu voir, effectivement, revient là-dedans, quoi. Ouais. Eh ben écoute, comme la boucle est bouclée en termes d'influence, elle est aussi en termes de podcast, puisqu'on a commencé par Tartarus Hotel, on finira par Tartarus Ce Hotel, qui, dispo dans l'hôtel de la dernière nuit, c'est le ça. dernier Metal Hurlant en date, en kiosque, en librairie. Mais Ronan, vous pouvez le retrouver au-delà du magazine. Les deux derniers tomes en date pour toi, c'est Tête de Chien tome 3 Ouais. et Daemon tome 1, c'est Ouais, ça? ouais, avec le tome 2 de Diamond qui arrive en mars prochain. Voilà. Ok, donc ça enchaîne relativement vite, mais ça, les gens qui te suivent déjà savent que tu es un rapide. Et on peut vous retrouver avec Vincent, qu'on aura beaucoup cité dans ce podcast, mais rassurez-vous, il est fort possible qu'il vienne un jour lui aussi faire un Raconte-moi Warhammer, qui sera sans doute encore plus touffu, Je puisque vous pense. connaissez le bonhomme. Mais Mais passionnant. il va falloir que je le contrôle. Il va falloir que je le contrôle. Mais Le il podcast de nous deux écoute, donc heures. faut pas que je dise trop de bêtises. Ouais, 2 heures minimum, je pense. Parier sur 2 heures minimum. Mais effectivement, en ce moment, vous bossez à deux. C'est l'occasion de voir à la fois le talent, la verve et le savoir de Vincent à l'œuvre, et bien sûr celui de Ronan en direct, avec The Grim Dark Story. Si tu as quelques minutes pour le pitcher, comment tu nous le vends Tout à fait. Donc, effectivement, depuis quelques mois, avec Vincent, on a décidé de streamer un futur projet sur le long terme qu'on avait en tête depuis longtemps. En fait, c'était plus la volonté de streamer la création depuis son début et de montrer comment se fait ce processus de création et de ping-pong entre nous, mais également avec les followers et le chat qui nous suit éventuellement. Mais avec un projet totalement libre et sans limite de temps ni de cadre. Et donc c'est sur Twitch. La chaîne s'appelle The Grim Dark Story parce que l'envie était de faire de la dark fantasy avec ce mot-clé fédérateur pour nous et très évocateur pour l'un comme pour l'autre qui est le mot Grim Dark. J'en parlais tout à l'heure et c'est montrer que sur un concept fédérateur qui est donc cette notion de grimdark, eh bien, nous allons dans le même sens et on voit très bien qu'on peut s'entendre clairement sur la direction artistique à avoir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur cette chaîne stream. C'est globalement quand on est tous les deux, c'est tous les mardis de 16h à 19h et on fait avancer le lore, on fait avancer l'univers et pendant que Vincent le pose, l'explicite et répond aux questions des gens qui sont dans le chat, moi en direct je vais poser les concepts et je vais créer les personnages, les machines, les créatures. Voilà.
Effectivement, très bonne chaîne Twitch à aller suivre. Je la mettrai aussi en description. Ça peut vous faire un fond pour peindre. Vous allez aussi voir des designs de Ronan qui sont à se taper le cul par terre, hein, comme on dit, mais qui n'ont rien effectivement à envier à ce qui se fait du côté Age of Sigmar ou Old World de la Force. Merci Ronan du coup pour ton temps et d'avoir répondu à tes questions. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, mais c'est rigolo de le refaire à nouveau en ne parlant en plus quasiment que de Warhammer, si c'est pas beau ça. C'est clair. Si on avait su en 2012 où c'est que tout ça nous aurait amené. Donc j'espère qu'on se retrouvera très vite sur de nouveaux projets, ça c'est à peu près acté, mais aussi dans des week-ends de goulerie intenses. Absolument. Si vous voulez partager cet amour du hobby et la façon que Ronan aura eu de le présenter, je vous invite à diffuser ce podcast largement sur les réseaux sociaux comme Blue Sky et Instagram. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Discord, et d'ailleurs Ronan est dans le Discord, donc vous pourrez interagir Absolument. Avec ce grand monsieur en direct. Assez discret sur le Discord du Land Rider, mais j'essaie d'y passer une tête de temps en temps. Ouais. Oui, ça fait plaisir. Dans tous les cas, n'oubliez pas que vous pouvez soutenir le podcast sur Tipeee. Vous pouvez aussi le soutenir en faisant vos achats sur My Hobby Place et en reversant une partie de votre panier à Land Rider. Et d'ailleurs, je remercie toutes celles et ceux qui nous aident sur Tipeee ou qui nous ont déjà, alors que les achats de Noël commencent, sélectionnés dans les achats sur MHP, parce que effectivement, j'ai vu que 2-3 deniers étaient tombés. Donc merci beaucoup à vous. Merci aussi à ceux qui interagissent avec le podcast, que ça soit sur les réseaux ou sur Discord. On vous embrasse et on vous dit à la prochaine fois pour un nouvel épisode. Et puis à très vite, peut-être pour une séance de dédicace, pourquoi pas. Mais carrément, et à bientôt en dédicace et puis à bientôt sur les réseaux. Ciao, bisous tout le monde. Ciao, ciao. Bonus. Trax.